Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Les aspirants au métier d'enseignant sont mécontents ce matin. Ils ont déclenché un mouvement symbolique de protestation sur l'ensemble du territoire national. Des assises se tiennent entre une délégation du Conseil de sécurité et des acteurs de la transition au Mali. Objectif, trouver un terrain d'entente pour une meilleure organisation des élections présidentielles et législatives. Et puis au Soudan, après des semaines de tension entre les autorités militaires et civiles, des hommes armés non identifiés ont arrêté plusieurs dirigeants soudanais à leur domicile tôt ce matin. En images, les aspirants au métier d'enseignant ont déclenché ce matin un mouvement symbolique de protestation sur l'ensemble du territoire national. J'en parlais en début d'édition. Ils ont décidé d'arborer le rouge en signe de dénonciation des conditions de travail qui leur sont faites. Ils sont en effet sans salaire depuis le début de la rentrée scolaire, alors qu'ils ont passé les 3 mois de vacances sans rémunération. Le Fonds national de développement agricole FNDA a pour objectif de promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole et de l'orienter par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés. Désormais, ce financement est une réalité pour le bonheur des exploitants agricoles. Suivez ce reportage pour vous en convaincre. L'aquaculture est une passion pour ce médecin vétérinaire. Sur ce domaine de 35 hectares, Damien Sagbo Mechoagan élève ici à Ifaï des poissons tilapia. Il a bénéficié par le truchement de Basic Bank Bénin d'un crédit de 20 millions de francs CFA, facilité par le Fonds national de développement agricole pour booster sa production piscicole. Nous avons un crédit de 20 millions qu'on doit rembourser sur 5 ans. Nous avons eu d'abord la subvention de PADA. Et après cette subvention, PADA souhaitait nous mettre à l'échelle où nous avons été sélectionnés et nous avons déposé notre dossier et PADA a accepté de nous accompagner. Et FNDA est venu en appui à la banque pour qu'on nous accorde un crédit. Et ce fonds va nous servir à installer notre écloserie et importer nos géniteurs pour la production des alevins tilapia hybrides. FNDA aujourd'hui, c'est une réalité. On n'avait pas cru au départ, mais aujourd'hui, la banque, avec l'arrivée de FNDA, la banque a accepté de nous accompagner sans nous rendre la vie difficile. Pour le financement, il faut aussi reconnaître qu'il faut une autorisation ou une fiche d'aliment qui permet de dire que nous connaissons le promoteur et cette fiche d'aliment a été délivrée pour faciliter la mise en place de crédit. À Ouegbo, dans la commune de Tofo, le FNDA a également appuyé le promoteur de cet empire volailler, porteur d'un projet d'extension et de modernisation de la production d'œufs de table. J'ai été informé comme tout le monde. J'étais déjà en relation avec ma banque, précisément c'est Aura Bank. J'ai introduit le dossier à l'ATDA. L'ATDA est allé en relation avec FNDA à travers des cabinets. Je voulais construire un poulailler qui pouvait abriter 5000 sujets. C'est le poulailler que vous voyez derrière moi. C'est en construction actuellement. Les charpentiers sont à l'œuvre. Au début, les gens n'y croyaient pas. Mais nous sommes déjà les premiers bénéficiaires. Et on ne peut que leur dire d'enclencher le processus. Après l'élaboration du projet, nous avons essayé de parcourir cela, de voir si le canevas a été respecté et ensuite de les mettre en relation avec un cabinet qui est en relation avec FNDA pour pouvoir approfondir mieux écrire le projet avant l'envoi à la TDA7 pour quelques corrections. Juste après cette édition d'information, vous aurez à suivre l'intégralité de ce magazine qui porte sur les opportunités financières qu'offre le Fonds national de développement agricole au Bénin. Intéressons-nous à présent à la tournée statutaire du préfet du Mono. Bienvenue Milorin est allé échanger avec les populations sur des questions liées au développement de sa commune. Jonas Bouti pour le compte rendu.
La forte envie à dire de vive voix au préfet du département, les problèmes qui entravent le développement de la commune de Grand Popo a mobilisé les élus locaux et communaux de la localité à la présente étape de la tournée statutaire du préfet du Mono. À tour de rôle, ils ont passé en revue toutes les difficultés des populations de la cité balnéaire. Au nombre de ces multiples problèmes, le maire ne comprend pas pourquoi le poste de péage est devenu une source d'appauvrissement des conseillers communaux sans que la commune ne perçoive rien des recettes. Et de l'autre côté, la Société béninoise d'énergie électrique se contente seulement d'adresser des factures d'éclairage public à la mairie sans daigner justifier les montants. Nous ne faisons que recevoir des factures des millions à payer sans savoir ce que nous consommons. Le pont péage, tout le conseil communal, nous payons chaque jour que nous devons traverser, le nombre de fois que nous traversons ce pont, les frais. Et mieux, la commune n'a pas de retour sur tout ce qui est réalisé comme chiffre d'affaires sur ce pont péage-là. Mais nous voulons que la commune travaille à renforcer ses ressources locales. Ça, c'est une ressource locale. Et ce qui doit nous revenir, il faut que nous l'ayons. Lorsque les citoyens viennent à demander l'établissement des cartes et que déjà le citoyen a à sa possession l'acte de naissance sécurisé, il nous semble un peu difficile que les citoyens reviennent encore nous dire qu'on leur réclame encore un autre acte de naissance. Le préfet bienvenu Milorin invite les populations à la patience, le temps de trouver des solutions à leurs problèmes. Lesquels problèmes ne peuvent être résolus sans une forte participation des chefs de quartier et de village de Grand Popo. Je sais que beaucoup partent d'ici peut-être non satisfaits parce qu'ils auraient aimé avoir la réponse sur place, mais le développement se planifie. Ce qui est sûr, je voudrais vous rassurer que l'exercice ne s'arrêtera pas ici. Et vous appelez chacun en ce qui le concerne à aussi vous engager aux côtés de nos administrations respectives à jouer votre partition. Surtout ici à Grand Popo, où nous partageons beaucoup de kilomètres de frontières avec le Togo. Il y a souvent des détournements du trafic qui s'observent, et parfois avec la complicité de certains chefs de village. Je voudrais ici vous dire que ce faisant, vous trahissez votre mandat, vous trahissez la confiance de vos mandants, vous trahissez la commune, vous trahissez la République. C'est facile de venir devant nous vous plaindre. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'enseignants. Mais quand vous faites ça, alors que vous êtes complice avec de mauvais commerçants qui sont censés renflouer la caisse publique, vous avez manqué un devoir de conscience. Et quand chacun prendra vraiment conscience de sa part de responsabilité, de la source à la solution des problèmes qui minent nos communes, la décentralisation va contribuer plus efficacement au développement à la base. Nous restons dans le Mono pour parler de la 10e conférence administrative départementale de 2021. Plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette assise. Cette conférence s'est déroulée au Centre culturel finno-africain Fila Caro de Grand Popo. Voici le compte rendu de Jonas Bocci. À cette 10e conférence administrative départementale du Mono, un compte rendu a été fait sur l'effectivité de la rentrée scolaire 2021-2022. D'après le directeur départemental des enseignements maternels et primaires, cette rentrée a été sérieusement perturbée dans des écoles des communes d'Atiémé, Lokossa et Grand Popo. À Atiémé, nous comptons 3 écoles primaires dérangées par l'eau. À Lokossa, il y en a une dizaine. Et à Grand Popo, il y a 4 EM et 37 écoles primaires qui sont dérangées par l'eau, soit 41 écoles. Actuellement, nous sommes en train de recenser ces enseignants-là au niveau des écoles affectées par l'inondation pour voir dans quelle mesure programmer des recyclages ou des formations à leur endroit. Après s'être rassuré de l'accessibilité des classes par les élèves, le directeur départemental de l'enseignement secondaire du Mono a autorisé la rentrée scolaire dans les 2 derniers collèges le 11 octobre 2021. Entre-temps, l'eau avait barricadé les pistes d'accès à ces hameaux. À la date du 11 octobre 2021,
Les deux établissements ont pu ouvrir leurs portes et les activités pédagogiques se déroulent actuellement très bien. Mais au-delà, nous sommes en train d'élaborer un calendrier spécifique pour permettre à ce que ces deux établissements puissent rattraper les 3 semaines perdues pour raison d'inondation. À cette même rencontre, le directeur départemental des affaires intérieures et de la sécurité publique a présenté une communication sur le rôle et les attributions de sa direction départementale. La DDAISP est chargée d'assurer, en collaboration avec le ministère en charge de la décentralisation, la formation des conseils de village, des quartiers de ville, d'arrondissement et de communes en matière de renseignement et accompagne ces derniers dans l'élaboration de leurs plans locaux de sécurité. Toujours en matière de sécurité publique, la direction veille à la mise en œuvre de la politique nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme. Délocalisée au centre culturel Villa Caro de Grand Popo, cette conférence administrative départementale du Mono s'est achevée par une visite guidée des locaux. Le préfet Bienvenu Mulorin à la fin de la visite. De façon globale, nous avons été sidérés par ce qui se fait dans ce centre culturel à travers la richesse de cette coopération qui date de plus de 2 décennies entre la République de Finlande et le peuple du Mono. Nous avons profité pour élargir l'éventail des opportunités aux autres communes qui n'ont pas encore eu la chance de bénéficier de ce partenariat, afin de vraiment faire profiter à toute la population du Mono de ces opportunités. Actualité en dehors du Bénin, au Mali, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU était en visite depuis ce week-end. Hier, elle a rencontré des acteurs de la transition pour s'assurer de son bon déroulement. Après 2 coups d'État consécutifs, les Nations Unies pressent les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Des élections présidentielles et législatives sont normalement prévues, mais la junte veut organiser des assises nationales avant de fixer la date des élections. Sacs de farine et bouteilles d'huile, désormais des produits de luxe qui trônent sur les étals des marchés afghans. Les prix des produits de première nécessité ont augmenté drastiquement ces derniers mois, en cause notamment la sécheresse qui a durement frappé le pays cette année. Il y a 5 ans, la situation était bonne parce que l'eau coulait dans les montagnes. Maintenant, les sources et les puits sont arides. Des récoltes plus faibles également dans les pays voisins, entraînant une hausse des prix à l'importation, dont dépend fortement l'Afghanistan. Mais des échanges commerciaux également affectés par la pandémie de Covid-19 et le changement de pouvoir à Kaboul. Les frontières ont été fermées, les importations et les exportations ne sont donc pas autorisées. Il est difficile pour les gens de satisfaire leurs besoins de base, car la plupart des personnes travaillant au gouvernement ne reçoivent aucun salaire. La monnaie afghane a également perdu de sa valeur. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, l'économie afghane est à l'arrêt. Kaboul, qui vivait sous perfusion de l'aide internationale, ne peut plus compter sur les dons des États. Les autres raisons de la crise alimentaire sont le blocage de l'aide internationale et le gel des avoirs afghans par d'autres pays. L'aide internationale reste conditionnée aux mesures prises par les talibans en termes de droits de l'homme, tandis que plus d'un tiers de la population est confrontée à un risque de famine à court terme. Pour tenter de pallier la crise, le gouvernement taliban lance un programme d'aide. L'initiative proposait de réaliser des travaux en échange de sacs de blé avec pour objectif d'endiguer à la fois le chômage et la pénurie alimentaire. Aujourd'hui, après un djihad très long et insupportable, le djihad de la reconstruction du pays a commencé. Tous les dirigeants de l'Émirat islamique d'Afghanistan se sont engagés à fournir des services aux citoyens du pays afin que nous puissions reconstruire le pays le plus rapidement possible. C'est une très grande responsabilité. D'après le FMI, le PIB afghan devrait s'écrouler de plus de 30% en 2021.
Selon l'ONU, sans soutien de la communauté internationale, la quasi-totalité de la population pourrait basculer sous le seuil de pauvreté d'ici à l'an prochain. Coup d'État au Soudan, des hommes armés ont arrêté tôt ce matin plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre Abdallah Hamdok, après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition. De nombreux manifestants sont dans les rues de Khartoum alors que les syndicats appellent à la désobéissance civile. L'armée a tiré à balles réelles sur des protestataires devant les quartiers généraux de l'armée. Les militaires ont pris la télévision d'État et le général Abdel Fattah al-Burhan. Ils ont annoncé la dissolution du Conseil de transition ainsi que du gouvernement. Ils déclarent aussi qu'un état d'urgence est décrété dans l'ensemble du pays. Ils ajoutent enfin qu'un gouvernement de personnes compétentes va être formé. L'Union africaine appelle à une reprise immédiate du dialogue entre civils et militaires. Actualité au Proche-Orient, Israël prévoit plus de 2000 constructions pour des colons juifs en Cisjordanie. Une réunion est prévue cette semaine pour entériner le projet. Un projet immobilier d'ampleur. Le ministère de la Construction a annoncé ce dimanche, via un communiqué, vouloir bâtir davantage de logements israéliens en Cisjordanie occupée. Des appels d'offres pour 1355 logements dans les localités de Judée-Samarie ont été publiés sous la direction du ministre de la Construction, Zeev Elkin. Ces nouvelles habitations viennent s'ajouter à celles annoncées en août dernier, ramenant le total à plus de 2000 logements. Israël doit mener ce projet dans 7 colonies juives, mais l'emplacement choisi demeure controversé, notamment auprès des Palestiniens. L'annonce de 2862 nouvelles unités de logement et la légalisation de 2 nouvelles colonies et logements au cœur de la ville d'Hébron n'est rien d'autre qu'une agression flagrante contre notre terre. Il est triste de voir que quand l'extrême droite se félicite que l'État d'Israël ait quasiment annexé la Palestine, les partisans au sein du gouvernement de la solution à 2 États restent muets. C'est une violation du droit international. La politique d'Israël en Cisjordanie occupée est illégale et met en péril la solution à 2 États et la chance d'arriver à une paix juste. La Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'armée israélienne, compte 475 000 colons juifs contre 2 800 000 Palestiniens. Si le projet de construction doit encore être validé par le ministre de la Défense cette semaine, il a déjà franchi beaucoup d'étapes. Tous les gouvernements israéliens depuis 1967 ont œuvré en faveur de la colonisation. Mais elle s'est accélérée sous l'impulsion de Benjamin Netanyahou et surtout après l'arrivée de son allié, Donald Trump, à la Maison-Blanche. L'Europe continue de faire face à la crise énergétique depuis Pour boucler cette édition, le coronavirus frappe de plein fouet l'Europe de l'Est. De nombreux pays doivent faire face à une importante vague de contamination. Les gouvernements n'ont pas d'autre choix que de durcir les restrictions sanitaires. Les Roumains se préparent à un nouveau tour de vis sanitaire. Couvre-feu à partir de 22h, fermeture des écoles pour au moins 2 semaines, présentation d'un pass sanitaire. Dès ce lundi, la Roumanie met en place de nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Depuis le début du mois d'octobre, le pays enchaîne des records de décès quotidiens. Ce durcissement annoncé pour au moins 30 jours semble indispensable pour protéger un système hospitalier au bord de la rupture. Je travaille parfois plus de 100 heures par semaine. J'ai de la chance car ma famille comprend que mon travail de médecin est extrêmement important, surtout pendant ces périodes. Mon enfant a grandi en avance sur son temps et il sait qu'il existe un virus qui tue les gens et que maman doit les sauver. Et j'espère que nous réussirons à ne pas devenir des patients nous-mêmes. Longtemps opposé à la mise en place de restrictions sanitaires, le gouvernement serbe a également franchi le cap ce week-end, alors que le taux de contamination est proche des 1000 pour 1 million d'habitants.
La présentation d'un pass sanitaire pour entrer dans les lieux publics après 22 heures est obligatoire depuis samedi. Des mesures acceptées par les professionnels du secteur de la nuit. Cela affectera sûrement notre entreprise, car les gens ont toujours besoin de temps pour s'habituer à la nouvelle réglementation. J'espère juste qu'ils s'y habitueront rapidement, car c'est maintenant notre réalité. Nous devons vivre avec et c'est le seul moyen de fonctionner normalement. La Russie est aussi confrontée à une flambée de l'épidémie. Avec 1072 nouveaux décès ce dimanche, le pays enregistre un 6e jour consécutif au-dessus de la barre des 1000 décès quotidiens. Afin de faire face à cette nouvelle vague, les commerces non essentiels de Moscou fermeront leurs portes à partir du jeudi 28 octobre, et ce pour une durée de 11 jours. En France, les médecins intérimaires reçus par le ministre de la Santé. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.